Je suis très heureux, mesdames et messieurs, que vous avez été réveillés après le déjeuner, sachant que vous avez eu, et ça je l'ai entendu d'un confrère parisien, droit à des vins exceptionnels. Malheureusement, comme je devais parler cet après-midi et voulant éviter que je m'endors, je n'ai pas pris de vin durant le déjeuner. Je ne suis pas un pénaliste. Donc si on me demande, comme un juge de droit pénal, je serais également comme un lapin devant les phares. Je devrais dire au juge pénal comment il doit approcher une affaire. Mais il est vrai que, disons, les questions de droit européen, bien qu'elles sont en train de s'accroître au niveau du juge pénal, elles sont également dans les mains d'un grand nombre d'autres juges, disons, dans le droit civil, dans le droit commercial, dans la concurrence, dans beaucoup d'autres domaines. Et donc, dans ces domaines-là, il est vrai que, disons, et je crois que c'est une leçon très importante que vous avez apportée, je crois que nous devons nous adapter, non pas seulement à écrire les bonnes conclusions, mais de comprendre le juge à qui on fait face. Parce que le juge pénal est en effet un juge différent d'un juge du tribunal de commerce qui a une question bien différente devant lui. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin et bon, qui sont reprises dans mon texte, mais que je ne vais pas refaire, mais je me suis également permis de faire quelques petites parenthèses pour sortir du contexte classique, pour quand même, disons, ajouter des éléments. Et avant de rentrer dans le texte même, il y a 4 points que j'aimerais mentionner ici et qui peuvent être, disons, importantes dans, disons, cet esprit, c'est de dire, faut-il maintenant regarder le droit européen et pourquoi est-ce qu'on a besoin de poser des questions? D'abord parce que le constat est que 70% de la législation qui s'applique dans un État vient de Bruxelles. On peut dire ce qu'on veut, mais la majorité de la législation qui s'applique aujourd'hui, elle n'est pas adoptée tout simplement par un Parlement national, elle a été adoptée selon des règles de procédure spécifiques à l'Union européenne à travers le Parlement européen et le Conseil. Deuxième chose, nous constatons que dans le développement du droit européen, de plus en plus les institutions vont faire usage du règlement. Vous savez que, disons, il y a dans le droit européen plusieurs instruments à la disposition des autorités européennes. Dans le temps, on constatait qu'il y avait beaucoup de directives, les directives dont vous savez qui doivent être ensuite transposées en droit national, donc demandent un acte législatif national. Quand on fait face à un règlement, le règlement, du moment qu'il entre en vigueur, est d'application directe dans chaque État membre. C'est une politique qui a été suivie les dernières années par la Commission pour éviter, en effet, disons, qu'il y ait des différences entre les différents États concernant la façon et le moment en qu'ils vont appliquer certaines règles, mais c'est un constat que ce règlement s'impose donc dans chaque État immédiatement et qui donc peut poser de nouvelles questions. Troisième élément, ce que j'appelle l'inflation du droit européen. De plus en plus, nous constatons que les règlements qui sont proposés et adoptés sont des textes extrêmement longs. Il n'est pas rare de voir un règlement de 60-80 pages avec des tas de définitions qui sont presque incompréhensibles même pour celui qui a l'habitude de les lire. Et il y a beaucoup, disons, de textes, beaucoup d'obligations nouvelles. Donc ça devient extrêmement compliqué et ça devient d'autant plus compliqué pour les gens qui devront en pratique l'appliquer. Il y a beaucoup de, disons, de règlements qui s'appliquent aux entreprises et dont je suis certain que la vaste majorité des entreprises ne sait plus aujourd'hui ce qu'ils doivent faire pour être, disons, comme on dit en termes génériques à Bruxelles, compliant. Donc, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que souvent, ces nouveaux règlements, ils contiennent également des sanctions. De plus en plus, on voit que ces règlements contiennent des sanctions qui doivent être appliquées par des administrations indépendantes nationales et qui sont des sanctions qui peuvent être très lourdes. Je crois que ce matin, la RGDP a été mentionnée, qui peut mener à des sanctions extrêmement lourdes, mais ce n'est pas le seul règlement. Donc ces éléments-là, pour moi, créent un contexte actuel qui est même différent, très différent de ce qu'on a également entendu ce matin, où au début, quand on avait le traité,
on avait quelques directives, quelques règlements qui étaient en général 5, maximum 10 pages, et donc on s'adressait beaucoup plus aux questions du traité. Les grands principes, la libre circulation des biens, la libre circulation des services, c'était les grands dossiers auxquels, disons, l'Europe faisait face et auxquels les avocats qui ont essayé de développer le droit européen ont également dû faire face. Donc c'est le contexte dans lequel on doit regarder le besoin pour les avocats et les magistrats de porter une attention particulière sur le droit européen et son développement à travers, disons, aujourd'hui, presque tous les domaines du droit auxquels nous pouvons faire face. Et ça me remet, disons, dans cette première phase où l'ancien président de la Cour de justice, M. Robert Lecour, dans son livre L'Europe des juges, disait que tout juge national est aussi un juge communautaire. Aujourd'hui, on dirait un juge de l'Union. Les juges sont en effet incontestablement les premiers auteurs, les acteurs dans le droit. Et on pourrait dire que ça découle de deux choses. D'abord, c'est ce qu'on appelle le principe de la subsidiarité juridictionnelle, c'est-à-dire que c'est d'abord le juge national qui va décider, c'est lui qui est le litige au fond, c'est lui qui doit prendre la décision, même après une question préjudicielle, comme on a entendu ce matin, ça sera le juge de fond qui devra décider. Et très souvent, d'ailleurs, nous avons des décisions préjudicielles de la Cour qui laissent encore une très large place à l'interprétation du juge. On a parlé ce matin du principe de proportionnalité. Quand on parle de restrictions à la libre circulation des services, très souvent, la Cour va dire, écoutez, à vous, juge national, de vérifier si la politique qui a mené à ces restrictions est une politique cohérente, elle est également proportionnée au but recherché. Donc, elle doit être strictement nécessaire pour les buts que vous cherchez à maintenir. Donc, ça veut dire que le juge de fond devra à ce moment-là juger dans ce contexte si la réglementation nationale qui doit appliquer est en effet proportionnée, pas proportionnée, et donc il devra faire un choix. Je ne crois donc pas que, disons, c'est le juge du Luxembourg qui décidera à sa place. Et tout ça découle de ce qu'on dit de l'administration directe, c'est les États, on en a parlé ce matin, le risque de procédure d'infraction, c'est l'État qui est en soi responsable pour l'application du droit européen. Je ne vais pas aller trop en détail, c'est pour ça que je passe sur la question de la primauté, ça a été discuté également ce matin. Un élément que je voudrais rajouter, bien que ça a été mentionné, c'est l'importance de la compétence attribuée. L'Union n'a pas une compétence résiduelle. Dans le traité sur l'Union européenne, un des deux traités, il se trouve très clairement qu'une Union n'a que les compétences qui ont été attribuées à l'Union. Donc ça veut dire que c'est limité en soi, donc il peut y avoir des sujets qui sont hors de la compétence et ça peut être un sujet même de discussion devant la Cour. Nous avons eu nous-mêmes une affaire devant la Cour où on disait, bon voilà, on doit avoir la possibilité de contester ce que la Commission a fait si ça rentre bien dans sa compétence. Si c'est en dehors de sa compétence, ça n'aimerait bien même pas à la Cour de prendre position. Donc je crois que devant un juge national, il est important d'abord, n'importe quel juge est, de lui faire comprendre que c'est d'abord lui qui doit appliquer le droit européen, parce que le droit européen fait partie du droit national. C'est le droit qui doit appliquer. Donc, c'est la première chose, c'est, disons, de le convaincre qu'il y a un sujet de droit national et de le convaincre de l'appliquer. Il n'est pas nécessaire, strictement nécessaire, de chaque fois lui demander de poser une question préjudicielle. Et je dirais même, la question préjudicielle, quand nous on la pose dans des conclusions, on la pose toujours en ordre subsidiaire. On dit d'abord au juge, nous sommes tout à fait convaincus que vous comprenez le contexte que nous sommes en train de vous décrire. C'est vous, le juge, qui devez décider, mais si vous avez quelconque doute de la jurisprudence qu'il faut appliquer, rien ne vous interdit de poser une question. Mais évidemment, nous allons avant cela lui décrire la jurisprudence telle qu'elle existe, et comme on a entendu ce matin, entre-temps, nous avons une énorme jurisprudence qui existe, donc ça devient même très difficile dans certains secteurs de trouver des nouvelles questions qui n'ont pas encore été répondues. Et je crois qu'il faut être très transparent face au juge, il faut lui démontrer déjà ce qui existe en tant que jurisprudence
Et si vous considérez qu'il y a vraiment un besoin en ordre subsidiaire de poser une question, il faut lui dire pourquoi cette question, elle existe toujours, qu'elle n'a pas été répondue et qu'elle peut avoir un impact sur, disons, la décision qu'il doit prendre. Donc, elle reste en ordre subsidiaire. Un seul élément où le juge n'a pas le choix, c'est quand vous allez invoquer devant le juge national l'invalidité d'un instrument de droit européen, ce qui peut arriver. Moi, j'ai fait personnellement une affaire en droit de douane où nous avons considéré que le règlement européen, dans ce cas-là, était invalide parce qu'il était contraire à des normes supérieures. Et donc, à ce moment-là, finalement, je dirais même qu'entre les avocats devant le juge, on se met d'accord sur la façon dont la question sera posée à la Cour. Et je crois que dès cet instant-là qu'on pose cette question entre les parties, qu'on y a un accord, que le juge n'aura pas de difficulté à poser la question. Mais c'est d'ailleurs une obligation. Quand il y a une invalidité, il n'a pas le droit de ne pas le faire. Ce qui est aussi important pour les avocats, c'est de savoir que une fois qu'on arrive à la Cour de justice, et ça a été dit également ce matin, c'est un contexte complètement différent. D'abord parce que ce n'est qu'un incident dans la procédure. Ce n'est pas une procédure contradictoire. Donc vous avez à soumettre des observations écrites, mais vous allez les soumettre en même temps que tous les autres. Vous ne voyez même pas ce que les autres vont soumettre. Ce n'est qu'après que la Cour ait fait toute l'administration, traduction, etc., que vous allez recevoir les conclusions des autres parties intervenantes, c'est-à-dire la Commission et parfois un ou plusieurs États membres. Il faut également savoir que le rôle des États membres et de la Commission est important. Surtout ceux des États membres, puisque les États membres sont en effet ceux qui ont créé cet environnement, qui ont signé ce traité. Donc leur vision, leur interprétation du droit qui s'applique est très importante pour la Cour. Il faut donc savoir que vous n'avez peut-être pas un seul adversaire devant la Cour. Vous pouvez avoir un grand nombre d'adversaires qui ont des positions entièrement différentes. Il faut assumer que tout cela peut avoir une influence sur la façon dont la Cour va juger et qui ensuite reviendra vers le juge national qui aura un contexte peut-être bien différent que celui que vous avez espéré obtenir. Il faut en tenir compte quand vous prenez ces décisions de poser comme une question préjudicielle ou demander au juge de le faire et qui vous suit, que vous perdez tout de même un peu le contrôle parce qu'il y a d'autres interlocuteurs, autres acteurs qui interviennent devant la Cour, certainement les États membres, et les États membres peuvent avoir, disons même entre eux, des positions communes pour se défendre contre la position que vous voulez avoir. Il peut y avoir aussi des cas où le même dossier intervient dans plusieurs États. Je me rappelle du dossier des pharmacies, qui était un dossier français, également italien et allemand, dans lequel se posait la question, est-ce que la propriété d'une pharmacie doit nécessairement être un pharmacien ou est-ce que ça peut être un investisseur qui n'a pas de diplôme de pharmacien? Et donc, il y avait en fait, en même temps, une procédure d'infraction contre certains États et il y avait une question préjudicielle dans un autre. Toutes ces affaires ont été mises ensemble, mais le contexte était complètement différent par le fait qu'il y avait plusieurs États membres qui disaient non, nous considérons que pour protéger la santé publique, c'est essentiel que, disons, c'est un pharmacien qui ait la propriété. Et la Cour a, dans ce contexte-là, appliqué le principe de précaution en disant si c'est un investisseur tiers, ça pourrait avoir des conséquences, on pourrait commencer à vendre beaucoup plus de médicaments que ce qui est utile ou nécessaire. Donc, vous voyez, vous pouvez perdre le contexte parce qu'il y a d'autres éléments qui interviennent, d'autres États qui interviennent, d'autres litiges qui sont mis ensemble. Donc, il faut bien être conscient de ce contexte et c'est pour ça que toute la préparation qui se fait devant le juge national est absolument importante. Une autre parenthèse que j'aime faire, surtout pour, disons, aussi bien les avocats que les juges, c'est une affaire qui est pas une question préjudicielle, enfin, c'est une question préjudicielle, mais ce n'est pas la façon dont on peut la poser. C'est une décision qui est très très peu connue, c'est la décision Zwartveld. Qu'est-ce que c'est Zwartveld? C'était un juge néerlandais en pénal qui était confronté avec des malversations financières dans le cadre du marché commun de la pêche. Il savait que la Commission européenne avait des données
avait des documents, des informations, et donc il voulait recevoir ces documents. Ce qu'il disait, ça peut être important pour le traitement de mon litige national. La commission l'a refusé. Et donc il a demandé à la Cour si la commission pouvait refuser de lui donner les documents. La Cour a répondu que dans le cadre de la coopération loyale, qui est un des grands principes du traité, la commission, quand elle est, et c'est clair ce qui est écrit là, dans le cas d'espèce, lorsqu'elle est saisie à cette fin par une autorité judiciaire nationale, par une voie de droit adaptée à l'objectif, doit répondre dans le cadre de la coopération nationale. Et c'est très important, aussi bien qu'en tant qu'avocat, qu'en tant que juge, de savoir que, disons, dans certains litiges où le droit européen intervient, directement parce que, disons, ça fait partie d'une politique commune, ça peut être douanier, ça peut être agriculture, donc il y a des tas de domaines dans lesquels on ne parle pas simplement du droit national, mais qu'on parle de fraude en droit européen, ben, que, disons, ça peut être utile d'avoir également un dialogue qui est plus large que celui tout simplement de la question préjudicielle, mais également de voir si le juge qui doit juger dans le cas peut également demander à la commission de l'aider en lui demandant des questions. Quelles sont alors les problématiques qu'on peut rencontrer? Et je retourne vers la question préjudicielle. Ben, il y en a quelques-uns. Il y en a un qui a déjà été traité ce matin, donc je ne vais pas me rester là-dessus. C'est celui de l'extranéité. Au début, c'était très clair. La Cour ne s'adressait qu'à des questions qui avaient un élément transfrontalier, logique. Depuis que, disons, on a énormément de droits secondaires, le droit secondaire ne demande pas nécessairement qu'il y ait un élément transnational parce qu'il peut s'appliquer directement ou on peut devoir appliquer à des ressortissants nationaux des règles qu'on devrait également appliquer à des ressortissants étrangers. Donc il y a plusieurs éléments, soit il y a une application du droit européen qui intervient directement dans le droit national, donc il y a un contexte quand même qui est élargi. Tout ça pour éviter disons, des interprétations divergentes. Mais nonobstant ça, il reste toujours le besoin, il faut au moins un lien entre l'objet et les circonstances du litige au principal et les articles invoqués. Donc ça reste. La deuxième problématique que vous avez adressée, c'est le refus du juge national. Bon, ce matin, on a parlé des conditions SILFIT qui ont déjà été développées, donc je ne dois pas le faire. Mais on peut en effet être confronté à un juge qui dit, bon, c'est une perte de temps, et qui n'a pas envie. Maintenant, je comprends parfois pourquoi il n'a pas envie. C'est peut-être pas qu'il considère ça comme une perte de temps, mais qu'il considère que c'est une administration très importante dans un contexte dans lequel il ne se sent pas à l'aise et donc dans lequel il faudra la mettre à l'aise. Et ça me rappelle en effet, disons, il y a 30 ans, un litige sur les importations de pain des Pays-Bas en Belgique. Le pain aux Pays-Bas avait un taux de sel plus élevé que celui du pain admis en Belgique. Et donc, il y avait un litige au pénal parce qu'il y avait des importations de pain par un supermarché néerlandais en Belgique. Et donc, il était poursuivi. Et c'est vrai que quand on a invoqué les questions de libre circulation, eh bien, le juge pénal, en fait, dans ce temps-là, est venu me voir en dehors de l'audience pour me dire, si vous pouvez me donner un peu des exemples, ben, je serais intéressé à regarder ça en plus de détails. Donc, c'est vrai que, disons, il peut y avoir un souci, le juge qui est confronté à quelque chose qu'il ne comprend pas, mais quand même que, par vos conclusions, vous avez créé un genre de piment qu'il a envie d'écouter, qu'il a envie de lire. Et donc, c'est important d'avoir ce dialogue. Il y a évidemment, ça a été dit ce matin, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, c'est un peu particulier cette Cour, et je l'ai vu moi-même, j'étais avec un de mes clients devant cette Cour, et quand quelqu'un posait la question à la Cour, voilà, on pourrait poser la question préjudicielle suivante, il y a le président qui a tout simplement dit, c'est pas la pratique ici. C'était simple. Bon, c'est pas la pratique, nous allons pas faire ça. Parce que, dans ce temps-là, il y avait toujours cette discussion que qui est-ce qui a la plus grande autorité? Est-ce que la Cour constitutionnelle est plus importante que la Cour de justice ou est-ce que c'est la Cour de justice? Et entre le président de la Cour constitutionnelle allemande et le président, à ce moment, de la Cour de justice, Monsieur Skouris, il n'y avait pas vraiment, disons, de bonnes relations. Et donc, ça faisait que ça menait des problèmes. Ces problèmes peuvent aller très loin. Cette affaire Wienerwetten, c'était une affaire allemande dans laquelle le juge de fond disait, voilà, la Cour constitutionnelle a décidé que, disons, il y avait des violations des droits fondamentaux, mais que, disons, on pouvait donner aux Länder impliqués
un certain délai pour se conformer. Et le juge de fond, confronté à cette même question, disait, mais ces règles fondamentales, en fait, ce sont aussi également des règles européennes. Est-ce que, disons, des règles qui ont un effet direct, est-ce que la Cour pouvait donner un délai pour la mise en œuvre, la mise en application, la conformité de ces règles? C'était assez étonnant comme affaire parce que la Cour n'avait pas vraiment envie de répondre. Justement dans ce contexte. L'Allemagne est Cour de justice. Et donc, elle a fait traîner l'affaire quelques années, espérant qu'entre-temps, le délai qui avait été donné était déjà passé, et a ensuite, par une lettre, posé la question au juge national, vu le temps qui est passé entre-temps, est-ce que la réponse à la question vous semble toujours utile? Et malheureusement, le juge a répondu oui, je veux la réponse. Et donc, à ce moment-là, en effet, la question a été renvoyée devant la grande chambre et la Cour a répondu, tout en mettant quand même un peu un élément en disant, bon, il ne faut pas que ce soit, il ne faut pas que, disons, ce soit des questions purement consultatives, générales, ils doivent être, disons, nécessaires pour la résolution du litige. Mais ça démontre comment, disons, aussi bien au niveau national, mais même dans certains cas, au niveau européen, les tensions qui existent peuvent avoir un impact sur la façon dont vous traitez ces affaires. Il y a en effet plusieurs éléments pour lesquels la Cour peut rejeter, on en a parlé, mais j'en réfère à une affaire qui est intéressante, assez récente, Fluctus, où d'abord la Cour a dit, ben non, je refuse la question parce que les questions ne sont pas suffisamment claires et précises. Le juge national a insisté, il est revenu avec des questions, et là la Cour a fait usage, entre autres, de l'article 99, par une ordonnance, il a dit, bah, écoutez, la majorité de ce que vous me posez comme question, nous l'avons déjà traité, et ils ont écrit dans une ordonnance très longue, ils ont fait la totalité de la jurisprudence dans le secteur. C'était très intéressant parce que ça vous permet de voir à travers une seule ordonnance, la totalité de la jurisprudence qui s'applique à un certain secteur. Donc, c'est clair qu'ils ont répondu, ils ont un peu rajusté leur jurisprudence sur une des questions pour lesquelles ils ont répondu. Mais donc, si un juge national insiste, il peut, s'il revient, quand même obtenir de la Cour des réponses. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit ce matin et aussi a été dit par mon collègue dans ce panel. Donc, il y a l'article 94 qui vous définit le cadre, les 3 éléments. Et je vous dirais, en effet, ce qui est très important comme avocat, faites vous-même le travail dans vos conclusions. Faites de sorte que vous allez répondre à tous les éléments qui sont d'usage et qui sont obligatoires pour une question qui doit être posée à la Cour. Donnez également une réponse potentielle au juge, donnez-lui des informations supplémentaires dans d'autres cas, comment la question a été posée, dans d'autres cas où est, disons, l'état de la jurisprudence, faites de sorte que, disons, le juge se sent parfaitement à l'aise, pour, disons, d'abord, appliquer le droit européen et en ordre subsidiaire, mais en fait, c'est un peu, disons, sans vouloir lui dire, en disant en ordre subsidiaire, on lui donne quand même les éléments pour pouvoir poser la question à cet égard. Donc la rédaction utile, on en a parlé ce matin, il est également très important que vous dénationalisez la question. Ne dites jamais la loi telle de telle date aux Pays-Bas ou en France ou en Allemagne dit cela, est-ce que c'est contraire? Donc il faut absolument dénationaliser cette question. Il faut donc avoir une question qui est un peu plutôt générale. Il peut y avoir des éléments de stratégie là-dedans. Parce qu'il y a des dossiers européens où, disons, simultanément, il y a des actions, par exemple, dans les aides d'État. La Commission européenne peut être occupée avec un dossier, en train de l'analyser, n'arrive toujours pas à des conclusions. Ça peut avoir un effet néfaste sur le marché. Rien ne vous interdit, à travers un litige, un peu pousser les choses par une question préjudicielle, un peu forcer la Commission de prendre entre-temps position. Donc, il peut y avoir des éléments de stratégie là-dedans au niveau de la procédure, de l'emploi de la procédure préjudicielle. En guise de conclusion, je dirais, 1, pour convaincre le juge, il faut d'abord lui dire qu'il est le juge européen, que c'est lui qui doit décider en tout cas avec ou sans question préjudicielle. Il faut bien lui donner le contexte pourquoi le droit de l'Union s'applique
au cas de l'espèce. Il faut être transparent à cet égard. Il faut lui donner tous les éléments tels que la Cour de justice lui demande de donner. Il faut donc l'aider dans la construction de la question. Et selon, disons, les différents types de procédures nationales, il y a également un dialogue avec votre adversaire pour savoir si on peut faire des conclusions d'accord sur la façon dont l'affaire peut être transmise à la Cour. Avec cela, j'espère que, disons, vous êtes toujours resté réveillés. Merci.